Oyez, oyez, braves gens, si se voit poindre une missive du seigneur Esbagrim. Il vous fait ouïr que malgré sa passée décision prise d'arrêter ses comptes à la 3e saison et d'ensuite classer ses créations comme du hors-série, il me fait en ce jour clamer que la dite section hors-série fera désormais office de saison 4, ou presque, et que les histoires à venir lanceront une 5e saison. Nouvelle vague créative, croquantes et croquants, qui sera réalisée comme le fut la première, de façon artisanale et fruit de toute improvisation. Effet secondaire malencontreux de sa résurrection, ayant découvert qu'il était devenu immortel après avoir tenté sans succès de se pendre, après avoir été éconduit par la demoiselle Cerilia Silvermisty, il décida de ce fait qu'il avait le loisir de continuer ses histoires pour encore très longtemps. Alors, cette merveilleuse histoire se déroule dans notre royaume habituel, qui est lointain, sans lettres, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment non plus l'Antiquité, qui a un sol propice à la poussée des carottes, et on va dire qu'à l'époque où se passent les faits, il y avait encore une montagne, au milieu, avec théoriquement un mage dessus. Disons que tout le monde n'avait pas encore vérifié, en tout cas à l'époque, certaines personnes y sont allées, pouvant de visu constater qu'il y avait effectivement un vieillard bizarre qui vivait là-haut, et puis d'autres qui se contentent de croire la légende, et encore d'autres de s'en foutre ou de ne pas être d'accord sans pouvoir pour autant le prouver, parce qu'ils ont trop la flemme de monter en haut de la dite montagne susmentionnée. Voilà. Alors donc, notre histoire va tourner autour d'un homme qu'on va appeler Roger, et qui est, disons, fleuriste de profession. Il a une petite boutique, à la périphérie de la ville capitale de ce royaume, etc., etc. Je vais pas répéter tout. Et notre ami Roger, fait son travail de bon cœur. Chaque jour qui passe, il prépare ses fleurs, il les fait pousser, il récolte parfois les graines pour en faire pousser d'autres, et voilà le cycle de la vie, tout ça, et il les vend pour quelques sous, mais arrive à survivre raisonnablement en faisant un métier qu'il aime, parce que oui, il adore énormément les fleurs. C'est un grand connaisseur d'ailleurs, il a fait de longues études, il a parcouru moultes ouvrages pour parfaire ses connaissances afin de faire son travail le mieux possible, afin d'obtenir une réputation, mais absolument indémolissable, de manière à pouvoir toujours aller plus loin dans son travail et contenter sa clientèle qui, il l'espère, reviendra sans cesse chez lui et pas chez les autres. Voilà, c'est un peu le principe du commerçant, quoi. Voilà, c'est notre ami Roger. Mais évidemment, cette petite vie si tranquille et si bien rangée va peut-être, de manière imminente, se voir bouleversée. Ah merde, mon cigario s'est éteint. C'est le problème, avec les cigarios, on devrait mettre un peu plus de goudron dedans parce que ça s'éteint trop vite. Voilà, j'ai pas tiré dessus pendant 1 minute et il s'est éteint, c'est la merde. Bon. Alors... Un beau jour, où était-ce une nuit? Non, pas une nuit, parce qu'il est fermé la nuit, notre ami Roger. C'est logique pour un fleuriste. Alors donc, un beau jour, entra dans sa boutique un mystérieux inconnu. Un homme encapuchonné qui, en aucun cas, ne laissa voir, voire même entrevoir son visage. Il se contenta d'entrer, alors que notre ami Roger était en train de servir une de ses plus anciennes clientes, une vieille dame qui s'ennuyait beaucoup et qui donc allait souvent acheter des fleurs juste pour pouvoir discuter. L'homme se contentait d'aller dans tous les rayons, de regarder, renifler parfois les fleurs avec son long nez crochu qui dépassait de sa capuche. C'est la seule chose qu'on pouvait en voir dépasser d'ailleurs, ce qui est assez étrange en soi. Mais soit, oui, titubant presque, il allait de rayon en rayon, regardant tout, touchant parfois les fleurs comme pour vérifier qu'elles étaient solides ou souples ou je ne sais pas quoi. Évidemment, ce va-et-vient incessant et silencieux intriguait quelque peu notre ami Roger qui se demandait à quel genre d'individu il avait affaire, parce qu'il faut dire que ce genre de personnage incongru attire plus la méfiance et la circonspection que la sympathie et le chaleurisme. Alors donc, une fois la vieille cliente habituelle repartie, souriante et heureuse d'avoir pu discuter un peu, ce qui avait un peu illuminé sa journée, de vieille pensionnée solitaire, notre ami quitta son
son guichet pour aller pour s'approcher de l'inconnu afin de se renseigner sur ses intentions. Bonjour monsieur, je peux vous aider? Bonjour, monseigneur. Oui, vous le pouvez, je pense. Mais encore? Je chercherais une fleur très très rare, mais vous ne semblez pas la voir. Ah, mais pour ça, vous inquiétez pas, vous êtes tombé à la bonne adresse, parce que au pire, j'ai beaucoup de contacts et je peux vous la faire venir rapidement par chariot ou même par bateau. Vraiment, même si cette fleur est si rare qu'elle est peut-être même unique. Et comment ça? Je désire vous acheter une authentique Asinus Comedante. Notre ami Roger fut quelque peu surpris, il crut un instant une farce, car il n'avait jamais entendu parler de cette fleur. Alors aussi, il rétorqua Comment dites-vous? Il me faut une Asinus Comedante. Une quoi? Non, ça ne pouvait être qu'une blague, notre ami Roger... Aïe, je me suis cogné le coude sur le bord du bureau. Notre ami Roger avait parcouru pendant des années tous les ouvrages qu'il avait pu trouver sur la flore en général, et jamais il ne fût-ce qu'entendu parler du quart du nom de cette plante. Elle ne pouvait pas exister. Pourtant, l'homme en face de lui semblait très convaincu, et le langage châtié qu'il utilisait laissait penser que c'était un homme de lettres, un homme cultivé, et qui donc n'avait aucun intérêt à faire des farces puériles. Ça intriguait énormément notre ami Roger. Il cherchait à en savoir plus. Mais ce n'est pas une commande très très courante, ça, mon bon monsieur. Que pouvez-vous me dire sur cette fleur? Il s'agit d'une grande fleur rouge qui jadis proliférait dans cette région. Il en reste très peu aujourd'hui, poussant généralement là où l'homme ne s'aventure jamais. Ne pourriez-vous m'en obtenir une pour demain? Je puis vous promettre 6 000 écus pour cette commande précieuse honorée. Vous dites 6 000? Je reviendrai vous voir demain soir. Votre fortune sera si vous pouviez la voir d'ici là. Au revoir, fleuriste. Muet, Roger resta là, tout patois, tout béné, en somme. Il ne savait pas quoi répondre, et il ne put que regarder l'homme s'éloigner. Il réfléchit un long moment, parce que c'était fort peu banal comme conversation, ce qu'il venait d'avoir là, et surtout comme commande, parce que c'était un petit peu bizarre. Il était face à à la plus grosse commande qu'on lui ait jamais faite, dans le sens pécunier, je veux dire. Il aurait pu prendre sa pension après ça, après une vente pareille, et même largement, parce que c'est une somme mais gigantesque pour l'époque. Mais à côté de ça, ce qu'on lui demandait de trouver pour le lendemain, il n'en avait mais aucune idée, parce qu'il ne connaissait pas cette plante. Il resta là donc, pris dans la réflexion, essayant de trouver un moyen d'obtenir cette fleur pour le lendemain, pour l'heure convenue, afin de pouvoir toucher cette somme qui le faisait d'ores et déjà rêver, se trouver en proie aux fantasmes les plus fous. Mais que faire, se demandait-il, que faire pour réussir à trouver cette plante? Qui pourrait bien me renseigner sur cette chose, cette plante qui a l'air presque surnaturelle? Et c'est alors qu'il eut une illumination, l'idée, le tilt qui lui manquait, à surnaturel. Puisque cette plante semblait surnaturelle, rare, et pas connue des mortels, il fallait se renseigner sur quelqu'un qui justement était qualifié à ne pas connaître ces choses, enfin à connaître ces choses qui étaient justement pas banales pour les gens normaux. En l'occurrence, un sorcier, un mage, une sorcière, quelqu'un qui pourrait le renseigner, à prix évidemment modeste. Et c'est là qu'il pensa... Non, je vous vois venir, non, je ne vais pas encore une nouvelle fois vous diriger vers le mage qui se trouve au sommet de la montagne, ce serait un petit peu trop répétitif, non, je vous ai réservé autre chose. Je pense que ce serait beaucoup plus sympathique de le faire aller se renseigner auprès de notre chère amie Marianne. Oui, c'est parce que d'ailleurs il avait eu vent de son ami Samuel qu'une jeune, on va dire herboriste, pour ne pas dire sorcière, oui parce que Samuel n'avait pas voulu lui causer tort, avait dit herboriste et non pas sorcière, vivant dans une cabane dans la forêt, pourrait peut-être le renseigner. Alors notre ami Roger ferma prématurément son magasin, et après tout c'était un jeudi, le jeudi il y avait peu de monde, alors il se dit qu'il ne perdait pas grand-chose, sans compter que le lendemain, il allait peut-être être pensionné, alors c'était légèrement le cadet de ses soucis. Donc voilà, il prit quelques affaires, une petite bourse d'or avec lui, et s'en alla vers la forêt, afin de pouvoir rencontrer la fameuse Marianne, la sorcière donc en question. Après une longue marche,
après avoir visité presque tous les sentiers de la forêt avoisinante. Bon, pas tout évidemment, parce que la forêt en question est énorme, mais je veux dire, dans la région géographique précise de la forêt que Samuel lui avait indiqué, hein, là où se trouvait la cabane. Sans précision évidemment hyper précise, parce que je veux dire, il n'y a pas vraiment de chemin balisé, de numéro d'arbres ou de captage GPS possible pour trouver pile poil où se trouve la cabane. C'est approximatif, hein, donc fatalement il faut un petit peu de recherche. Bref, notre ami Roger trouva finalement, après 2 bonnes heures, hein, la cabane de Marianne. Il alla frapper à la porte. Après une attente d'un certain temps, parce qu'il faut... Bon, c'est une femme hein, qui vit là. Et les femmes, il faut toujours le temps qu'elles se refassent un petit peu la coiffure, hein, ou qu'elles vérifient qu'il n'y a pas de problème avant d'aller ouvrir, hein, surtout un inconnu. Et même éventuellement, comme c'est un inconnu justement, peut-être éventuellement préparer une batte, une dague, un poignard en cas de coup fourré. C'est toujours bien et c'est bien légitime. La porte finit donc par s'ouvrir, laissant apparaître une merveilleuse femme aux cheveux noirs, hein, vous savez bien, la belle Marianne, hein, caractère bourru mais très sympathique au fond, et puis surtout très jolie, hein, tout ça, vous la connaissez à force. Et bref, elle demanda... Oui, c'est pourquoi? Bonjour, jeune fille, je viens de la part de Samuel. Qui? Samuel, le planteur de carottes qui... Ah oui, il m'avait consulté pour une indigestion, et alors? Je ne viens pas pour lui, j'aurais besoin que vous localisiez une fleur rare pour moi, et je vous payerai, hein. D'accord, entrez donc. Oh, c'est aimable. Asseyez-vous à table, je reviens, je dois consulter un ouvrage. Alors qu'elle allait chercher son livre, notre ami Roger regardait à l'intérieur de la cabane. C'était une cabane pas très vaste, hein, mais étrangement meublée, car la majeure partie du mobilier était en fait des étagères, des bibliothèques, voilà, le tout recouvert de livres, de centaines d'ouvrages, traitant probablement tous de magie en général, hein, enfin c'est possible. Et après un certain temps, quelques minutes, Marianne revint avec un gros grimoire et commença à le feuilleter en silence devant notre ami Roger, qui était vraiment impatient de savoir le fin mot de cette histoire, et aussi en même temps un petit peu subjugué par le décolleté de la demoiselle. Oh, il y a de belles plantes dans le coin. J'ai trouvé! S'écria Marianne, pointant du doigt un paragraphe sur une page de son livre. Nous revoilà ensemble. Alors donc, nous en étions restés à cette merveilleuse Marianne qui avait trouvé dans son grimoire donc un passage intéressant. Aussi, elle s'expliqua auprès de notre ami Roger. Sur cette page se trouve la liste de toutes les plantes rares de la région. Parce que je suppose que vous êtes encore un de ces types qui cherchent une Asinus comedenti. Mais comment ça... C'est un vrai défilé depuis quelques mois, vous devez être au moins le 12e depuis la dernière lune qui vient me demander où en trouver. Mais je ne me plains pas, ça me rapporte un peu d'argent. Oui, et donc c'est où Ah oui, tout est dans le livre, venez ici, je vais vous montrer. Alors que Roger allait répondre au geste que lui invitait à faire Marianne, il fit, figurez-vous, une bourde dont il n'imagine même pas les proportions dans l'avenir. Hein. Je m'explique. Ouais, ça m'intéresse. Roger, en se levant de sa chaise pour aller rejoindre Marianne afin de pouvoir regarder donc dans le grimoire, se prit le pied dans le pied de table, ce qui le fit trébucher violemment, et ce qui renversa pratiquement toutes les fioles qui étaient posées sur cette table, parce que rappelons-le, hein, cette chère Marianne était plutôt habituée à faire des potions, tout ça, hein, et elle qui était assise à cette table justement, se ramassa, mais tout le contenu des potions sur sa robe. Hein, elle était complètement dégueulassée. Bon, alors on y reviendra après. Mais bon, voilà que notre ami Roger, se relevant de sa chute, s'excusa auprès de Marianne, lui promettant, une fois la consultation terminée, de lui rembourser les dégâts. Mais ensuite se pencha, toujours brûlant d'impatience de savoir où était la fameuse Asinus comedenti, se pencha donc sur le livre afin de découvrir le fameux texte qui avait fait s'exclamer Marianne. Ah oui, la voilà, Asinus comedenti, il y a même un croquis, c'est cool. Et il y a une carte à la page suivante. Là, voyez, vous la trouverez dans un bosquet à 5 lieues vers le nord-est. Excellent, je vous remercie beaucoup. C'est l'heure de payer maintenant, et j'attends un supplément copieux, hein, suivez mon regard. Remerciant chaleureusement Marianne, notre ami Roger reprit ensuite sa route, quittant la cabane pour finir sa mission. Hein. Mais pendant ce temps, toujours dans la dite cabane, Marianne, râlant, ne pouvait que reconstater à nouveau les dégâts qu'avait subi sa robe, et puis elle-même aussi, parce que bon, elle se trouve un petit peu sous sa robe, donc elle était elle-même salie par les différentes potions poisseuses qui s'étaient renversées sur elle. Aussi donc, elle alla jusqu'à sa malle à vêtements, reprit une robe propre,
enleva celle qu'elle portait, qu'elle jeta ensuite au feu parce qu'elle était foutue. Hein. Certaines potions étaient vraiment indélébiles, en crassant les vêtements, quoi, tout ça, voilà. Et ensuite, sa robe sous le bras, elle alla jusqu'à la rivière, un peu en contrebas de sa cabane, et elle s'y lava. Après avoir posé sa robe sur la rive, et s'être mis à entonner une certaine chanson. À ce stade, vous savez ce qui va se passer, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que la bourre de notre ami Roger allait avoir des conséquences vraiment énormes. Et d'ailleurs, en parlant de notre ami Roger, revenons sur lui. Alors qu'il marchait en direction du fameux bosquet qui lui avait été indiqué, il réfléchissait, un peu sceptique, un peu circonspect. Oui, parce que, voyez-vous, ce que lui avait révélé Marianne un peu plus tôt le tracassait énormément et... Excusez-moi encore. Putain, je vais finir par me remettre à la clope parce que ces cigarillos de merde, il y en a marre. C'est vraiment casse-couille. Bon, alors donc la révélation que Marianne avait faite à Samuel lui trottait dans la tête parce que, il faut bien le dire, c'était intriguant, hein. Intriguant toi-même. À la base, il avait été donc recruté par une espèce de vieux Richard bizarre afin de trouver une plante rare. Bon, jusque-là, d'accord. Mais le fait que tant de gens... ces derniers temps se soit mis à la recherche, apparemment, visiblement, si Marianne dit vrai, en tout cas, à la recherche de cette même plante, ça semblait un peu incongru, un peu bizarre, un peu surprenant. Parce que ce qui tracassait notre ami Roger, c'est que finalement ce riche commanditaire ait peut-être fait appel à tous les fleuristes de la région pour retrouver cette plante, et que c'était peut-être la raison, c'est même certain, la raison pour laquelle Marianne a tant de fois été consultée sur le sujet. Et là, il désespérait un petit peu au fond de lui parce qu'il craignait de faire tout ça pour rien finalement, hein, que peut-être au moment où il était là perdu au milieu de nulle part à chercher une plante de merde, il y avait un autre connard qui était en train de toucher la paille parce qu'il avait trouvé la fleur avant lui, et ça le dégoûtait mais profondément. Ouais, super beaucoup, très profondément. Mais bon, il se dit aussi qu'après tout, au point où il en était, il n'avait que quelques heures à passer dans les bois à la recherche de cette plante avant de peut-être devenir riche. Au fond, pourquoi laisser la récompense à quelqu'un d'autre? Alors il décida de continuer. Ouais, faut que je rentabilise tout ce que j'ai dû payer à cet herboriste, hein, quoi. Roger le fleuriste, après donc une longue marche, arriva enfin au bosquet que lui avait indiqué Marianne. Ce bosquet était en fait bien plus qu'un bosquet, c'était presque un bois en fait, disons c'était plus vaste qu'un bosquet, mais cependant assez comment dire, inquiétant, presque malveillant, parce que cet amas de végétation était extrêmement dense, rempli de buissons d'épines, d'arbres parfois morts avec des branches crochues et tordues qui n'inspiraient, vous voyez, pas vraiment la sympathie. Hein. Et notre ami Roger dut le contourner un long moment avant de trouver enfin un endroit par où rentrer, car l'endroit était vraiment très dense. Et donc ceci fait, évidemment vous vous en doutez, il entra dans le dit bois. Il pourrait mettre des panneaux quand même. L'endroit était très sombre, et vraiment, on aurait presque dit une grotte, tant les cimes des arbres étaient si denses en feuillage et en lierre divers, et le tout compact, hein, voyez, on voyait vraiment à peine le ciel, l'endroit était sombre. Et dans cet incroyable dédale végétal, Roger erra un certain temps, toujours à la recherche d'une tache rouge, quelque chose qui, attirant son regard de par la couleur pourpre, pourrait lui évoquer la fameuse Asinus comedenti qu'il pourrait enfin cueillir et rapporter chez lui. Et à moi la fortune, je serai fortune, quoi. Après un moment, il arriva au pied d'une falaise devant laquelle se trouvait ce fameux bosquet, et là il vit une niche, un genre de niche, oui, c'est pas vraiment une grotte, mais un énorme trou de forme hémisphérique et se tenant verticalement, creusé sans doute par l'usure, hein, dans la roche. Le tout assez profond et encore plus obscur que le reste de l'endroit. Mais en forçant bien le regard et regardant à l'intérieur, il vit quelque chose. Qui lui fit battre le cœur, hein, d'enthousiasme, hein. Il vit, oui, des taches rouges. Il s'approcha, il entra, et oui, c'était effectivement... Mais là, c'était encore mieux que ce qu'il imaginait, non pas une, mais 5 authentiques Asinus comedenti, poussant là, se tenant droit et fier, plantés dans le sol, et n'attendant que ses soins de cueilleur. Cependant, une chose l'intrigua quelque peu, c'est que au milieu d'elle se trouvait un trou béant dans le sol, enfin pas très grand, pas très profond, mais un trou. C'est assez étonnant parce que ça semblait assez frais, enfin assez récent comme trou, donc il pensa que c'était sans doute un trou de taupe, en tout cas ça y ressemblait. Donc il s'en détacha, il ne s'en occupa point, et préférant sortir de son tablier une petite pince afin de cueillir une des fleurs donc qui ferait sa fortune. J'aime le pognon un peu, beaucoup, passionnément. Mais alors que Roger relevait la tête afin de regarder les fleurs pour savoir laquelle il allait couper, quelque chose le fit bouillonner d'un effroi mais absolument innommable. Face à lui était soudain apparu, vous ne devinerez jamais qui,
Je vous laisse quelques secondes pour essayer de deviner, mais non, vous ne saurez pas, non. Ah non, allez, je vais arrêter ce suspense. Oui, devant lui se trouvait personne d'autre que son commanditaire. Si, il était là, juste devant lui, silencieux, droit, figé. Roger ne put que rester silencieux face à ça. Il attendait que son commanditaire s'explique, parce qu'au fond, pourquoi l'envoyer crapahuter au milieu de nulle part pour lui chercher une fleur si la personne en question était elle-même venue les chercher? Ça n'a aucun sens. Hein. Soudain, le commanditaire se mit à bouger. Il se mit à avancer, toujours en titubant, hein, comme il l'avait fait à la boutique. Il avançait, bizarrement, vers le trou béant dans le sol. Roger ne put que regarder la scène, sans savoir quoi dire. Et là, le commanditaire se plaça juste sur le trou et sembla soudain comme rétrécir de taille. Oui, comme si il s'y était enfoncé dans le trou. Et là, Roger ne comprit toujours pas. Son commanditaire, qui se trouvait là, toujours encapuchonné, emmitouflé dans sa cape et dans sa capuche, avec juste son étrange nez tordu qui dépassait, leva lentement ses mains, elle aussi dissimulée par les manches de sa cape, et enleva justement la cape en question. Et là, Roger, complètement effaré, tomba à genoux, la bouche bée d'effroi, et complètement abattu. Son commanditaire n'était autre qu'une authentique Asinus Comedenti. Elle avait quitté la terre afin d'aller le chercher pour le faire venir là. Elle se tenait là, à nouveau enracinée dans le sol, droite sur sa tige, avec d'autres tiges qui se finissaient par des feuilles faisant office de main, et sa tête, les pétales qui, repliés, formaient son décrochu, une fois tous dépliés et épanouis, avaient rouvert la fleur qui se tenait là au milieu de toutes les autres, mais semblant un peu plus grosse, comme si elle était la chef de la meute des Asinus. Roger bégaya, ne trouvant que dire, ne comprenant pas ce qui lui arrivait, il finit par demander à la reine Asinus: Mais que me voulez-vous, hein? Pourquoi tout ça? Je ne comprends pas, mais que... Oui, l'étonnement de Roger s'accrut soudain, car autour de lui, le sol commençait à trembler légèrement. Il entendait des petits bruits de grattement qui le terrifiaient, mais complètement. Il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Et là, tout ce qu'il put voir, c'était des extensions de racines des différentes plantes qui commençaient à sortir du sol. Elles se dandinaient, semblant presque chanter de joie, alors qu'elles l'encerclaient. Et les racines, sortant de terre, s'étendant vers lui, s'étirant en rampant sur le sol, commençait à l'agripper de partout et à l'étirer en tous sens, sous ses hurlements de douleur, et lui arrachèrent les membres. Oh, mais non, encore et toujours de la violence. Ah, ils sont vraiment incorrigibles, hein. Allez, en attendant que ça passe, voici un extrait d'une célèbre saga MP3. Sursautant, il se retourna et eut juste le temps de voir que se trouvait face à lui un gigantesque blob pustuleux et manifestement très en colère. Le blob se jeta sur lui et lui arracha les membres à coups de dents. Oups, il semblerait que cette célèbre saga MP3 contienne elle aussi de la violence. Revenons donc à notre programme principal. Les Asinus Comedenti, toutes sans exception, avaient ramené les membres arrachés de notre ami Roger jusqu'à leur pistil, où, l'entourant de leurs pétales, elles commençaient à les digérer lentement en les aspergeant d'un suc gastrique qu'elles secrétaient. Et oui, Roger s'était fait avoir, oui. Pensant accomplir une mission qui le rendrait riche, il s'était fait transformer en la proie d'une meute de plantes carnivores préhistoriques. Oui, ces plantes, ces fleurs l'avaient capturé et dévoré. Ces plantes, les Asinus Comedenti, les mangeuses d'ânes, les mangeuses de sots. Moralité de l'histoire. J'ai recommencé la clope parce que le cigario, ça s'éteint tout le temps. Ah mais non, attendez, vous allez voir, c'est un procédé très simple et vous verrez d'une efficacité mais absolument non mais indiscutable. Hein. Attendez, Roger, tu es prêt? Poule.
Vous voyez, voilà, c'est le moyen que je vous propose, hein, qui est non seulement très efficace, mais en plus très divertissant. Hein, c'est un moyen excellent, donc, hein, de réduire vos surplus de population. Hein. Mais vous étiez là, vous? Ah bah ça alors, j'aurais pas cru que vous viendriez me voir jusqu'ici. Hein. Oui, je suis actuellement, voilà, en Chine, chez quelques amis. Hein, mon ami le président du pays. Hein, oui, je lui donnais quelques tuyaux. Hein. Mais écoutez, je termine la transaction, enfin, cette petite rencontre avec mes amis rapidement. Et pendant ce temps-là, j'envoie le générique, puis après on se retrouve pour une nouvelle histoire. Hein. Alors, c'est l'histoire de Véronique. Véronique qui est péripatéticienne de profession. Hein, elle exerce dans une petite maison, une petite bicoque au fin fond d'une ruelle sombre, dans ce royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais pas non plus encore vraiment l'Antiquité, qui a un sol propice à la poussée des carottes, et en son milieu, une montagne avec un mage, normalement, qui se trouve au sommet. Et voilà, qui exauce les souhaits donc en échange d'un service. Alors Véronique est a cette qualité, c'est d'être quelqu'un de très travailleur, hein, parce que bon, elle toute la journée, elle est allongée certes, mais elle œuvre. D'ailleurs les gens l'appellent un peu le self-service, parce que des fois elle pincère un petit peu dans sa bière, vous voyez, elle est allongée complètement ivre morte, et alors les clients, bon bah ils entrent à chacun leur tour, hein, ils font ce qu'ils ont à faire, puis ils laissent un billet en sortant, voilà, donc le self-service, hein, c'est un petit peu le petit surnom qu'on lui a donné. Tellement, bah voilà, c'est une industrie du péripatétitionnage. Et puis un matin, les choses prirent un tournant quelque peu différent, brisant les habitudes en quelque sorte. Hein. Oui, parce que Véronique se leva donc ce matin-là, se prépara. Enfin, elle n'a pas grand-chose à se préparer. Hein. Elle dort toute nue, puis elle travaille toute nue, donc enfin, elle ne doit pas vraiment s'habiller. C'est économique, vous me direz, donc c'est un style, hein. C'est pas vraiment critiquable. Hein. Et donc Véronique se leva, alla manger, puis se recoucha, parce que bon, elle travaille dans le lit dans lequel elle dort, hein, donc voilà, elle se couche, et elle étale un peu ses bourrelets, parce que bon, elle est pas toute fine, et elle est pas toute jeune non plus, mais c'est un détail, et attendit que les clients reviennent. Mais l'attente fut longue, très longue même, mais personne ne vint. Les heures passèrent. Si bien qu'en plein milieu d'après-midi, n'ayant toujours vu personne, elle s'interrogea, elle se dit peut-être que distraitement j'ai fermé la porte hier soir à clé et que j'ai oublié de la rouvrir et qu'en fait les gens attendent derrière la porte. Donc elle s'avance jusqu'à la porte d'entrée en question, elle tourne la clenche mais la porte s'ouvre. Bon, elle la referme vite parce qu'elle n'a pas spécialement envie d'être vue dans sa tenue de travail, parce qu'il y en a qui pourraient être un petit peu choqués. Mais elle eut le temps néanmoins de voir que personne ne se trouvait derrière la porte, et ça l'intrigua mais énormément, la pauvre... comment je l'ai appelée déjà? Merde, je sais plus. Ça c'est ballot, c'est une première, je sais plus comment je l'ai appelée. Véronique, oui voilà, c'était ça, Véronique. Donc Véronique, stupéfaite, s'interrogea, ne comprit pas ce qui lui arrivait, car absolument tous les jours elle avait plusieurs clients, qui étaient réguliers comme des nouveaux ou des gens de passage qui venaient la voir, et là personne, c'était extrêmement surprenant. Aussi Véronique se dit qu'il devait se passer quelque chose en ville ou ailleurs qui retenait finalement ses clients, qui l'empêchait, enfin qui les empêchait de venir la voir, hein. À moins qu'il ne s'agisse de quelque odieuse concurrente venue s'installer là et faisant office moins cher, dirons-nous. Aussi elle décida, bien que ce n'était pas dans ses habitudes, de sortir dehors voir ce qui se passait et donc de s'habiller. C'était... mais ça faisait longtemps qu'elle ne l'avait plus fait. D'ailleurs lorsqu'elle... ouvrit son armoire et qu'elle dépoussiéra autant l'étoile d'araignée qui y pullulait pour y sortir une robe, elle remarqua que depuis le temps elle avait un petit peu forci, ce qui fait qu'elle n'entrait plus très bien dedans. Hein. Il y a eu, pendant qu'elle l'enfila, sa robe, ça craquait à certains endroits, il y a eu quelques petites déchirures et puis il y avait pas mal de bourrelets qui ressortaient ça et là, c'était pas très beau à voir. Mais bon, au moins elle ne pourra pas se faire arrêter pour... attentat à la pudeur de cette manière, hein. Elle peut sortir même si elle n'est pas spécialement présentable. Puis bon, elle est plus tellement à ça près, hein. Parce qu'au fond les gens de la ville connaissent quand même un petit peu sa réputation. Mais bref, voilà, elle sort, elle ferme sa porte à clé derrière elle, et voilà qu'elle s'avance dans les rues de la ville capitale, etc., etc. Et après avoir marché un petit moment, quelques minutes, pris une rue, puis par une autre ruelle, regagner une rue plus importante, et puis encore de la reprendre une autre petite rue, quelque chose l'intrigua, c'est que alors qu'on était mais en plein bon milieu de la journée, même un peu plus, elle n'avait croisé, ni entendu, mais personne, mais absolument aucune âme qui vive.
ça l'intriguait, il y a de quoi, c'est pas normal. D'habitude, la ville grouille de monde à cette heure-là, et ce tous les jours de l'année, donc c'était extrêmement étrange. Aussi, elle continuait à avancer, en appelant parfois même à quelqu'un. Elle avança, d'une rue à l'autre, et toujours d'une rue à l'autre, scrutant autour d'elle, en espérant enfin croiser quelqu'un. Toujours, elle avançait. Et donc, chers auditeurs, nous allons retrouver notre amie Véronique, qui aux dernières nouvelles errait dans les rues de son quartier, dans le but de retrouver donc des personnes, parce que elle s'interrogeait sur la disparition de ses clients, parce que là on était donc limite en fin d'après-midi et elle n'avait toujours croisé aucune âme qui vive, ce qui était inquiétant. Et alors donc qu'elle marchait toujours arpentant les rues de son quartier, elle entendit soudain un léger bruit venir du fond d'une petite ruelle sombre et humide. Vous voyez le genre, Inquiète et intriguée, elle s'avança à l'entrée de cette ruelle, tendit l'oreille pour s'assurer qu'elle n'avait pas rêvé, et là, elle entendit effectivement des petits bruits, et des petits grincements qui venaient de derrière une espèce de sombre masse qu'elle ne distinguait pas très bien au milieu de la ruelle. Elle avança prudemment, donc, un pas devant l'autre, s'approchant de cette masse, qui, après qu'elle fut visible, s'avéra être en fait plusieurs poubelles, un groupement de poubelles qui se trouvait là, et duquel émanait un petit son, un petit grattement, un petit bruit assez difficilement identifiable. Elle s'approcha encore, le cœur battant. Et là, découvrit une chose qui l'étonna assez fortement quand même. Elle découvrit que ce bruit venait simplement du fait que derrière cet amas de poubelles se cachait un porcelet, un petit porcelet, un petit cochon tout beau tout rose qui se trouvait là et qui semblait se nourrir parmi un tas d'ordures. Et rien de très exceptionnel, vous me direz, mais c'était quand même assez bizarre de trouver ce genre d'animal en ville, parce que c'est plus un animal de ferme, et c'était pas spécialement un jour de marché ce jour-là, donc elle s'interrogea, sans pour autant en être inquiétée, disons qu'elle revenait à la case départ, sur le fait qu'elle n'avait toujours croisé personne finalement. Elle entreprit de sortir de la ruelle pour retourner dans les rues plus importantes afin de continuer ses recherches. Alors qu'elle s'exécutait, elle entendit un autre petit léger bruit derrière elle, comme un petit cliquetis. Elle se retourna et découvrit qu'en fait c'était le porcelet qui la suivait. C'était le petit bruit de ses sabots sur le pavé. Bon, elle l'ignorait, c'était pas si grave, encore que c'était limite un peu vexant, parce que le porcelet semblait la suivre avec un regard un peu amoureux, comme si il suivait sa maman, ou l'une des siens, un membre de sa tribu de porcs. Allez savoir, c'était peut-être l'apparence de Gisèle, son aura, son métier, son odeur, je ne sais pas, un tout peut-être, qui fit que le porcelet entreprit de la suivre avec amour. Mais bref, notre amie Véronique, amie non, mais c'est une façon de parler, je n'insinue pas que vous fréquentez ce genre de personnes peu recommandables, Non, n'allez pas croire ça, c'est une simple question de synonyme, pour pas dire toujours Véronique. Donc, la professionnelle de la chair, dirons-nous, pour changer un peu de disque, s'avançait toujours parmi les rues, et là, elle fut, pas surprise, un peu moins qu'avant, mais elle distingua enfin une autre présence, mais qui ne s'avérait finalement n'être qu'un autre couple de cochons, qui traînaient là, à rien faire, assis, à flâner. Et alors qu'ils la virent, eux aussi s'avancèrent amoureusement vers elle et commencèrent à la suivre. Elle fut un peu à nouveau vexée, et puis autant surprise que déçue, parce que toujours personne, aucun autre humain n'avait été croisé, hormis des cochons. C'est un petit peu embarrassant, et puis surtout ça fait pas trop avancer le schmilblick, comme dirait l'autre con. Et donc, elle se dit qu'il fallait peut-être arrêter de tourner en rond parmi les ruelles de son quartier et peut-être se mettre à réfléchir afin de trouver une solution au problème qui l'occupait. Alors elle fut prise d'un genre d'illumination, Oui, son petit cerveau, un petit peu imbibé d'alcool, s'avère quelquefois dans un élan de
peut-être de fortuité ou un éclair d'intelligence, de vestiges intellectuels venus d'on ne sait où qui se mettent à frapper et à surgir. Bref, elle eut une idée assez judicieuse et somme toute de circonstance, celle d'aller au commissariat de quartier. Enfin, vous voyez le repère de la milice dans cette partie de la ville finalement, un endroit non seulement très fréquenté mais synonyme d'autorité, un endroit où elle trouverait sûrement d'autres gens qui pourraient lui expliquer ce qui se passe ou tout au moins la rassurer sur la situation. Elle se dit que ce serait une bonne idée d'y aller. Aussi, comme ce n'était qu'à 3 rues de là, elle entreprit la marche, voilà, elle s'y rendit. Avec toujours les cochons qui la suivaient, avec toujours plus d'amour à chaque pas qu'ils faisaient vers elle. Et toujours aussi un petit peu en accroissant l'embarras de notre amie Véronique qui commence à trouver la situation à rien insultante. Faut l'admettre, même pour elle c'est un petit peu gênant. Le bâtiment se fit soudain visible au coin de la rue suivante et c'est en hâtant le pas qu'elle s'en approcha et qu'elle enfin arrivait devant la porte, la lourde porte en chêne. Elle se décida enfin, prenant une respiration, en se demandant enfin ce qu'on allait lui dire, ce qui se passait, où étaient passés ses clients, dont l'absence provoquait un grand manque à gagner dans ses comptes, qui allait se sentir en fin de mois. Ce qui allait probablement lui demander de faire des heures supplémentaires les jours à venir, ce qui l'embarrassait beaucoup, parce qu'elle faisait un métier épuisant, il faut l'admettre. Et donc, la lourde porte dont je vous parlais, qu'elle poussa férocement avant d'entrer dans le bâtiment. Et alors qu'elle s'apprêtait à chercher du regard quelqu'un à qui adresser la parole et à demander des comptes, elle s'arrêta net, parce que ce qu'elle vit, non mais, faut le dire, était complètement inattendu. Inattendu, et non seulement inattendu, mais très 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 inquiétant. Voyez-vous, ce commissariat, ce donjon, enfin ce repère de milice, était en effet peuplé. Âme qui vive il y avait, il faut bien le dire. Mais ce n'était pas, à nouveau, le genre de présence à laquelle elle espérait faire face et à laquelle on était en droit de s'attendre. Je suppose que vous l'avez deviné, chers auditeurs, oui. L'endroit était peuplé de cochons, de truies, de verras, de porcelets, partout, ils étaient là, grouillant, renversant les meubles, dévorant les documents, chiant partout, souillant de leurs excréments, le marbre qui jonchait le sol. Ah oui, partout grognant, grinchant et toussant, se promenaient des porcs par myriades. Là, notre amie Véronique resta bouche bée devant un tel spectacle complètement inattendu et terrifiant presque. Parce que finalement, ça ne l'avançait toujours pas et ça ne faisait qu'accroître le mystère et puis surtout son embarras. Parce que, à moins que ces cochons soient doués d'un sens du commerce aigu et d'une libido anthropophile, elle se retrouvait limite au chômage face à une pareille clientèle. Parce qu'au fond, où étaient passés tous les humains? Comment se fait-il qu'ils avaient tous été remplacés par des cochons? Que se passait-il? Mais alors qu'elle se posait ces questions et qu'elle était en proie à sa panique, un silence lourd tomba soudain. Oui, car les porcelets, les verras, les truies, tout ça, toute cette communauté porcine, soudainement, et le plus brusquement du monde en somme, avait cessé ses activités répugnantes en tout genre, et un silence lourd s'abattit sur la pièce. Les porcs qui suivaient Véronique étaient entrés dans le bâtiment, avaient rejoint les masses grouillantes, mais eux aussi s'étaient tus et demeurèrent tous immobiles un certain temps. Et puis, lentement, ils tournèrent tous leur regard vers Véronique, avec un mélange à la fois d'adoration et de fascination, comme s'ils étaient face à une déesse de leur espèce, ou allez savoir, peut-être un démon, un redoutable, quoi qu'il en soit, quelque chose qui les fascinait et qui monopolisait toute leur attention. Leur amour, leur haine, leur appétit, tout se détournait vers Véronique, qui se trouvait là complètement hébétée, immobile, absolument incapable de comprendre ce qui lui arrivait et ce qu'elle devait faire face à un tel spectacle. Lentement, avec un genre de stoïcisme et presque de dignité, ou allez savoir quoi, les porcs, en rythme, pas en chœur, mais en synchronisme, se mirent à avancer vers Véronique, l'encerclant complètement, à sa grande panique et à sa grande peur. Ils s'amoncelèrent autour d'elle, se grimpèrent les uns les autres pour l'atteindre et l'escalader, et puis sous leur poids, elle tomba, et s'écroula, et elle fut complètement recouverte par les porcs qui lentement la léchèrent et puis finalement la dévorèrent morceau par morceau, se battant tous férocement pour en avoir une part. Ils la dévorèrent et la dévorèrent encore. Au bout d'un moment, il ne resta plus que des os presque lisses et blancs sur le sol,
Rien d'autre ne demeurait de Véronique. Et c'est alors qu'un gigantesque, mais vraiment gigantesque éclair bleu et lumineux, mais d'une force, illumina et cingla dans tout ce quartier. Et là, dans le silence le plus total, les porcs, tous sans exception, avaient laissé place à des gens, oui, des êtres humains, qui étaient là entièrement nus et baignant dans leur déjection, et surtout complètement perdus. Ils étaient là tous à moitié réveillés, comme sortant d'un étrange cauchemar, et se regardèrent les uns les autres complètement, mais abasourdis. Que faisaient-ils là? Il fut un temps juste avant où ils étaient tous à vaquer à leurs occupations en toute dignité et en toute tranquillité, et l'instant d'après, ils reprenaient conscience, complètement à poil, et tous là rassemblés dans ce lieu, dans ce commissariat, dans ce donjon de milice, et ils ne comprenaient pas du tout ce qui leur était arrivé. Aussi, croyant tous être en proie à une étrange malédiction, ils furent pris d'une intense panique. Une enquête fut menée juste après ça par le chef de la milice locale, qui, témoin du maléfice puisqu'en ayant lui-même été victime, découvrant sur les lieux comme seul indice étrange les os blanchis manifestement d'une femme, et vu l'odeur spéciale presque marine qui s'en dégageait, odeur très similaire à celle qui se dégageait de la très célèbre hélas maison de notre amie Véronique, il en conclut que celle-ci, non contente d'être une catin repoussante, était en plus une succube de Satan, et qu'elle avait probablement été victime d'un maléfice qu'elle avait elle-même lancé sur les gens du quartier, maléfice qui s'était retourné contre elle et aussitôt annulé, mais que c'est pour ça que les gens s'étaient tous retrouvés dans l'état dans lequel ils s'étaient retrouvés à leur réveil. Encore une sombre histoire de sorcellerie. Pas vrai, Prinkles? Sûrement, capitaine. Et donc, on prend une honte intense, mais heureusement, l'incident ayant été uniquement local dans ce quartier, quartier tellement craint, méprisé et délaissé par le reste de la ville que l'incident avait pu passer inaperçu, ils décidèrent tous de le garder secret et firent comme si rien ne s'était passé. Oui, ça rappellera peut-être un film tiré d'un bouquin, mais c'est pas grave. Et donc c'est ainsi que cet incident resta secret et qu'on n'en entendit plus jamais parler. Mais je suppose, chers auditeurs, que vous voudriez quand même savoir ce qui s'est passé, quelle est l'origine de ce problème. Eh bien, je vais vous l'expliquer, c'est très simple en fait. Ce jour-là, en milieu de journée, ou en tout cas dans ces environs-là, non loin de là, enfin en tout cas dans la forêt voisine, une certaine jeune sorcière nommée Marianne jetait un sort à un dénommé Frédéric, un bûcheron trop curieux. Et un étrange phénomène météorologique et comme un champ magnétique et un phénomène atmosphérique firent que une partie du sortilège avait été conduit, vous voyez, comme par une espèce de conducteur immatériel jusqu'à ce quartier. Voilà, c'est un étrange phénomène naturel mélangé à un phénomène surnaturel qui est la cause de ce maléfice et qui transforma tous les habitants de ce quartier en cochons au même titre que Frédéric, maléfice qui ne pouvait être levé que lorsque le sujet avait mangé une quantité de nourriture proportionnelle au poids de sa faute. Alors, les habitants n'étaient pas tous blancs au point qu'il suffise de manger quelques bouchées d'un corps humain, et fut-il grassouillet, pour retrouver sa forme normale, mais il faut admettre que le corps de Véronique, les bourrelets, avait été chargé en lipides hyper concentrés, vous voyez, et doublés de protéines qu'elle avait accumulées au cours de sa carrière, vous voyez, des protéines qu'elle avait avalées, de tout type, autant fécales que semenciennes ou autres, allez savoir encore quoi. Bref, son corps était si compact en toutes sortes d'éléments très nutritifs que tous les habitants avaient pu retrouver leur forme assez rapidement, et qu'ainsi le maléfice avait été rompu. Et c'est ainsi que cette triste affaire, connue de seuls quelques initiés, eut lieu avant de disparaître dans les oubliettes de l'histoire de ce royaume qui est lointain sans l'être, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais plus encore vraiment l'Antiquité, et qui a un seul propice... Moralité de l'histoire. Tout est bon dans le cochon. Fameux.
Oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Oh, oh, oh. Oh, putain. Ça brûle. Ça fait bon. Ah, mais vous étiez là, vous? Ah, ben bonjour, hein, chers auditeurs. Excusez-moi. Je vais quand même finir ma bouchée parce que sinon on va pas se comprendre, hein. Ah, ce martini. Alors, excusez-moi. Donc, bonjour à tous. Hein. Ah oui, ça fait un moment, hein, mais que voulez-vous, hein, je suis vraiment surbooké ces temps-ci. Alors, écoutez, ça vous dérange pas si pendant qu'on parle, quand même, je continue à goûter cette délicieuse assiette, parce que c'est mon repas de midi que je vais prendre en vitesse, là, et bon, ce serait quand même dommage de, de laisser cette splendeur refroidir. Hein. Oui, c'est une délicieuse assiette de pâte au bébé phoque. Putain, c'est excellent, je vous conseille, hein, c'est un chinois qui fait ça. Putain, c'est de la balle. Alors donc, voilà, si je vous écris, si je puis dire, aujourd'hui, c'est parce que je voulais faire un petit coup de gueule, voyez-vous. C'est parce que, voyez-vous, à l'instant, là, je sors du magasin, je suis allé faire une petite course parce que j'étais, figurez-vous, à comble du malheur, j'étais tombé à court de martini. Oui, alors donc je suis allé en acheter au magasin du coin, une supérette, hein, comme il y en a tant. Et bon, ben, enfin, elle a une particularité cependant, c'est qu'elle a une porte rotative à l'entrée, vous voyez, c'est... comment dire, c'est un comme, voilà, imaginez en vue aérienne, hein, une pièce circulaire, hein, comme une horloge, hein, un rond, avec un petit trou à 12 heures et un petit trou à 6 heures pour que les clients puissent entrer et sortir, hein, tout ça. Et avec, voilà, en son centre, une espèce de volet purement horizontal qui tourne dans le sens anti-horloger. Et donc, voilà, c'est une manière de brasser les gens qui rentrent, je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais enfin bon... voilà, c'est une porte rotative comme une autre. Et je trouve que cet endroit, ces portes-là sont vraiment des révélateurs de toute la stupidité humaine qu'on peut trouver voilà, chez l'être humain. Oui, parce que, je sais pas, les gens qui utilisent ces portes, parfois des réflexes, enfin, parfois des attitudes, je trouve carrément étranges, voire même ridicules, et qui, je veux dire, mettent à jour toute la débilité qui les caractérise. Hein. En l'occurrence, bon, logiquement, lorsqu'on rentre dans le magasin, c'est par la droite. Enfin, je veux dire, oui, bon, il y a une entrée, mais on rentre sur le côté droit, puisque le panneau tourne dans le sens anti-horloger, donc il nous pousse vers l'entrée, vous voyez ce que je veux dire. Et lorsqu'on sort du magasin, il y a encore bien des débiles, mais vraiment des débiles, et je remarque le plus souvent des pensionnés, allez savoir pourquoi, qui s'obstinent à rentrer par la gauche, par là où vous sortez, puisque dans le sens anti-horloger, le panneau vous pousse vers la sortie finalement, lorsque vous passez par la droite depuis l'intérieur du magasin, vous voyez ce que je veux dire. Et eux, non, ils sont là, juste devant vous, à vous bloquer la sortie, et ils voudraient rentrer par le chemin de la sortie finalement. Ce qui est idiot parce que s'ils rentrent dans la pièce circulaire en passant par la gauche, eh ben finalement le panneau a eu le temps de tourner et il leur bloque l'entrée du magasin, ils doivent de toute façon finalement aller par la droite ensuite. Donc ils font juste chier le monde et perdre le temps au peuple. Et c'est vraiment... c'est con. Voilà, c'est con. Ça révèle leur débilité. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'ajoute qu'un autre coup de gueule après celui-là, c'est que je trouve dommage que tuer un pensionné soit considéré comme un meurtre. Parce que, vous m'excuserez, mais avec le problème des pensions à payer et du vieillissement de la population, je trouve qu'on devrait être un petit peu plus souple à ce niveau-là. Bon, allez, pas forcément abolir complètement toute punition, parce que c'est vrai que ça pourrait être un petit peu mal vu, hein. Oui, voilà, maintenant on exagère tout dans le sens du pacifisme et toutes ces conneries. Mais allez, bon, une légère amende, hein, c'est quand même pas grand-chose. Hein, voilà, alors que finalement c'est un service rendu à la nation et au peuple en général, en tout cas au peuple actif qui a encore quelque chose sous le casque. Mais bon, que voulez-vous, le monde est mal fait, c'est systématiquement aux gens brillants et munis d'une intelligence rarissime qu'on ne demande pas, à qui on ne demande pas leur avis finalement et qu'on se contente de brimer parce qu'ils ont des mœurs un peu spéciales. Que voulez-vous? D'ailleurs, en parlant de mœurs, je vais devoir vous laisser moi parce que si je dois me dépêcher, c'est parce que j'ai un avion dans pas longtemps. Parce que voilà, avec le printemps qui revient, le temps qui devient plus clément, tout ça, je me suis dit, je vais m'offrir une petite escapade, ça va me détendre. Je vais aller faire un safari en Sibérie. Oui, je sais, encore un, oui, mais je ne m'en lasse pas, que voulez-vous. Je suis un bon vivant. Allez, je vous salue. Hein. Oh putain, c'est pas...
bien, bonsoir à tous, merveilleux journalistes et membres éminents de la communauté scientifique, et merci d'avoir répondu à mon invitation. Alors, qui suis-je, devez-vous sans doute vous demander? Eh bien, c'est simple, je suis le professeur Grimm. Alors oui, professeur de quelle université, vous allez vous demander? Écoutez, aucune en particulier, disons que, voilà, je dispose de certains privilèges pécuniaires qui me permettent, disons, de trouver des raccourcis pour obtenir certains titres, et aussi de promouvoir la recherche, en tout cas de la financer. Et figurez-vous que mes laboratoires, dernièrement, oui, mes laboratoires, parce que voyez-vous, j'étais en train, enfin, je paye un peu comme ça des gens pour éventuellement peut-être chercher à découvrir une éventuelle nouvelle drogue expérimentale, parce que bon, celles qui existent actuellement ne me font plus tellement d'effet. Allez savoir pourquoi. Et bref, figurez-vous que comme le veut souvent le hasard qui fait que les grandes découvertes sont faites, hein, oui, voilà, c'est souvent fortuit, et là c'est encore le cas. J'ai trouvé, figurez-vous, accrochez-vous, oui, j'ai trouvé un remède au cancer, mais tous les cancers confondus, hein. si, je vous assure. Et franchement, oui, je comprends, c'est quand même quelque chose de sensationnel, parce que ça nous met dans une situation embarrassante. Non, mais on est quand même déjà bien assez nombreux sur la Terre comme ça, alors on va quand même pas non plus se soigner maintenant, ça va bien. Alors, voilà le résultat des recherches, je le brûle juste devant vous, et voilà, mesdames et messieurs, vous pouvez maintenant rentrer chez vous et dormir tranquille, ne vous en faites pas, la surpopulation, c'est pas encore pour demain. D'ailleurs, si on veut vraiment y mettre un terme, il serait peut-être temps de bombarder un peu la Chine, mais c'est un autre dossier, hein. Oui, moi aussi je vous aime, hein. Ah mais vous étiez là vous, hein? Bah ça alors, hein, vous me suivez partout. À chaque fois vous me surprenez dans des moments. Bref, attendez une seconde, avant que le dossier s'éteigne. Voilà, j'allume mon petit cigario. Et puis bon, là le temps d'aller de rentrer chez moi, et puis on va pouvoir écouter ensemble une nouvelle histoire. Hein. Allez, à tout de suite après le générique. Et nous revoici donc une nouvelle fois dans notre merveilleux royaume qui est lointain sans lettres, à une époque qui n'est pas encore tout à fait le Moyen-Âge, mais non plus encore vraiment l'Antiquité, qui est un sol propice à la poussée des carottes, et donc en son milieu, une montagne avec, paraît-il, un mage qui vit en son sommet. Je ne me lasse pas de répéter ça. Et donc, cette fois-ci, on va dire que l'histoire tournera autour de Christine, une jeune paysanne, hein, voilà, qui cultive... Oh, allez, pas des carottes, on va dire... Non, voilà, une paysanne, donc Christine, qui élève des poulets. Ah oui, voilà, ça changerait un petit peu, hein. Au nom de la loi. Donc elle tient un petit élevage de poulets, mais tout petit, hein, mais dans les campagnes, hein, donc de ce royaume, hein, enfin dans une petite fermette qui lui appartient, qu'elle a hérité de son papa qui est mort dans d'atroces souffrances. On ne sait trop comment, il a disparu un jour, on a juste entendu des cris au loin, et puis c'est tout. Son élevage de poulets, donc, prospère assez bien. Enfin, disons qu'elle arrive à gagner raisonnablement sa vie, hein, avec ses petits poulets, hein. Je dois un peu tapiner pour arrondir le mois, quand même, hein. Voilà, elle les vend débités, cuits, rôtis, épicés, une fois par semaine au marché, ainsi que les œufs que les poules pondent, hein, et puis voilà, comme ça, elle peut ramener un peu d'argent. Et pour ce qui est de la nourriture, du poulet, hein, c'est son menu de base, hein, son alimentation principale. Vous me direz, c'est pas très varié. Je me vois obligé de vous contredire, parce que vous m'excuserez, mais les poulets, ça peut être des nuggets, des cordons bleus, des pilons, des ailes, du blanc, et j'en passe, hein. Alors, popouille. Et puis ce n'est pas tout en plus, hein. Ah oui, le poulet c'est une vraie mine d'or, hein. Oui, parce que bon, elle peut, oui voilà, se faire des édredons ou des oreillers avec le plumage de ses poulets, ou encore, si elle est très douée et qu'elle est très patiente, elle pourrait aussi se faire des robes avec des plumes, mais je sais pas si c'est faisable. Enfin bon, c'est pas important. Voilà, ta gueule. Voilà. Et donc notre merveilleuse Christine se lève un matin pour aller s'occuper de son élevage. Et là, elle remarque que un mystère, quelque chose de surprenant, c'est que toutes ces poules sont là, tous ces poulets sont là, excepté Joséphine, voilà, une poule blanche très dolue, qu'elle pensait justement abattre ce jour-là pour la vendre au marché le lendemain, parce qu'elle était manifestement arrivée à terme de maturité, hein. Adulte, trop vieille pour pondre des œufs décents, mais bien grasse néanmoins pour être cuisinée, c'était parfait. Mais non, elle n'est pas là. Alors là, c'est assez étonnant, hein. Christine se dit qu'elle est sûrement restée dans le petit cabanon dans lequel les poules dorment pendant la nuit. Elle s'avance jusqu'à l'habitat en question, passe la tête dans l'entrée, regarde dans tous les sens, mais non, aucune poule ne demeure dans cet habitat. Elles sont toutes sorties pour aller
casser la graine au sens littéral du terme. Et alors bon, ne s'alarmant pas pour si peu, notre amie Christine se dit que la poule peut être simplement cachée dans un coin d'ombre, dans un buisson, enfin quelque part dans l'enclos. Elle peut pas s'être volée parce qu'il y avait, et je me dois de le mentionner, il n'y avait absolument aucune trace d'effraction, aucun trou au pied de la clôture, aucun trou dans la clôture, pas non plus de terre qui a été récemment bougée et puis remise en place, enfin, rien de tout ça, tout était intact. Alors elle se dit que peut-être la poulette était cachée derrière la cabane, elle en fit le tour mais elle ne vit aucune poule, ni même dans aucun des quelques petits buissons chétifs qui se trouvaient dans le dit enclos, qui d'ailleurs n'étaient pas très feuillus, il n'y avait même pas besoin d'aller constater tout près si la poule s'y trouvait ou pas. De loin, on pouvait bien voir à travers les petites branches dénudées que aucune poule derrière ne se cachait. Misère et poule de gomme. Ah oui. Face à un mystère des plus entiers et des plus sensationnels, notre amie Christine se gratta la tête, une jolie petite tête blonde qu'elle avait, parce que oui, c'était une jolie jeune demoiselle blonde. Bien que, évidemment, pour ce qui est de l'intérieur de la dite tête, c'est une toute autre histoire, hein, parce que bon, quand on grandit parmi les poules, qu'on évolue parmi les poules et qu'on est destiné à mourir parmi les poules, vous m'excuserez, mais on n'a pas grand-chose sous le casque. Alors donc, notre amie Christine se tritura son petit cerveau, lui aussi chétif que les buissons dont je vous ai parlé précédemment, et aussi... non, rien. J'ai pas d'idée pour une image, tant pis. Bref, se triturant la tête... elle se demanda ce qui avait bien pu advenir de cette poule, et la seule hypothèse un tant soit peu plausible qui naquit dans son esprit face aux éléments dont elle disposait, c'est que cette poule blanche était maquillée en une autre poule afin d'éviter sa mort qui était programmée pour ce jour-là. Mais là, un autre problème se posait dans son raisonnement, c'est que comment est-ce que cette poule pouvait savoir qu'elle allait mourir ce jour-là, puisque Christine n'avait parlé de son projet à personne, et qui plus est, il est fort peu probable qu'une poule puisse non seulement obtenir, mais en plus se servir d'une trousse de maquillage en vue de changer de couleur de plumage, à moins qu'il s'agisse d'une teinture, mais c'est tout aussi improbable. Elle a peut-être des complices. Face à un mystère aussi poignant que impénétrable, Christine se trouva fort dépourvue. Comment allait-elle bien pouvoir trouver la solution de ce mystère ? Alors nous retrouvons donc notre chère amie Christine, hein, donc qui est toujours parmi ces poules dans son enclos, hein, qui venait donc de se demander ce qui avait bien pu arriver pour que sa poule Joséphine donc disparaisse. C'était des aliens. Alors donc elle recompta une dernière fois ses poules et il s'avéra que c'était comme la première fois, hein, donc elles étaient toutes là excepté une, Joséphine. Donc les choses étaient maintenant claires comme de l'eau de roche et j'en passe. Cette poule était manquante. Et apparemment, aucune trace d'évasion claire n'était là, je vous l'ai déjà dit tout ça, donc je vais arrêter de me répéter et on va poursuivre. Oui, revenons à nos gallinacées. Elle se dit que la chose la plus concrète, logique à faire dans un premier temps, comme elle n'avait absolument aucune piste, qu'aux alentours du poulailler, il n'y avait aucune trace de pas, on va dire, reconnaissable ou quoi que ce soit, enfin voilà, aucune trace de passage, rien qu'elle puisse pister pour retrouver sa poule, genre une petite fiente, de l'herbe un petit peu manquante parce qu'elle l'aurait picorée, vous voyez, ce genre de choses, ben non, rien. Donc elle se dit que donc une chose à faire serait d'aller interroger ses deux voisins afin de voir s'ils ne l'ont pas vu ou peut-être même s'ils ne l'ont pas eux volé sournoisement, parce que ça reste une hypothèse plausible et même très plausible. Elle se demande d'ailleurs comment elle n'avait pas pu y penser plus tôt. Et moi-même aussi, parce que bon, c'est quand même moi qui invente. Mais bref, elle commença donc par se diriger vers la cahute de son voisin, hein, un homme d'une bonne quarantaine d'années. Un socialiste, on va dire. Hein. Oui, un type un peu en avance sur son temps, avec des idées des idées bolcheviques et ce style de conneries. D'ailleurs, le type s'appelait François de Gauche. Oui, c'était son nom. Oui, c'est un peu ridicule, mais bon, que voulez-vous. Et elle alla toquer à sa porte afin de lui demander si il avait vu sa poule. Ouais, qu'est-ce que c'est? Oui, excusez-moi, monsieur de Gauche, voilà, il y a une poule qui manque dans mon élevage, je voulais savoir si, dans le courant de la nuit, ou peut-être tôt ce matin, je ne sais pas, est-ce que vous auriez vu quelque chose, ou est-ce que vous auriez peut-être aperçu ma poule, vous auriez vu où elle est partie? Non, j'ai rien vu, et même si je l'avais vu, je vous le dirais pas. Mais pourquoi? Cette poule est opprimée, elle est rangée dans un enclos avec d'autres poules, et vous l'exploitez, vous êtes méchante. Écoutez, monsieur de Gauche, vous êtes un petit peu rasoir avec vos idées, là.
En guise de prélude à sa réponse, le dit socialiste eut un geste qui effraya quelque peu Christine dans un premier temps. Disons qu'il brandit son avant-bras comme ça, juste devant lui, et il montra donc mis bien en vue le fait qu'il y avait un petit sparadrap donc sur son poignet, que Christine vit immédiatement, et là-dessus à l'homme d'ajouter ceci. Ouais, je suis blessé, j'ai mal. Alors, tu peux pas être négative avec moi, sinon t'es un Hitler. Sur ces paroles pleines de profondeur et d'analyse sociocritique des plus subtiles, notre amie Christine salua son voisin aimable et gentil et s'en alla jusqu'à la cahute de son autre voisin, enfin de sa voisine là, hein, une vieille femme un peu aigrie mais néanmoins relativement pas trop méchante, enfin elle mord pas trop, enfin parce qu'elle a plus de dents vous me direz, mais bon on peut quand même lui accorder ça, elle a pas tenté de mordre les gens dernièrement. Bref. Christine n'eut nul besoin de frapper à la porte car la vieille femme se prélassait dans une chaise juste près de son entrée comme ça en respirant l'air et en écoutant les petits oiseaux chanter, tout ça. Et donc Christine s'approcha de la vieille femme, la salua poliment, celle-ci la regarda d'un air renfrogné et grincheux et ne pit pas mot. Là-dessus, bon, Christine, bien que pas découragée par cet accueil froid et glacial, parce que bon, quand même motivée à récupérer sa poulette, continua de s'approcher, donc arriva juste assez près de la vieille femme pour qu'elle puisse l'entendre, parce que oui, parmi sa liste incroyable de tares, elle avait celle d'être un petit peu dure d'oreille. Ça fait beaucoup, et encore, je vous dis pas tout, parce que sinon, oui, cet enregistrement va être interminable. Et bref, Christine demanda. Bonjour, Madame Recht. Oui, parce que c'était le nom de sa voisine, Jacqueline Recht. Une de mes poules s'est échappée, est-ce que vous ne l'auriez pas vue par hasard? Si, je l'ai vue, ma petite. Je l'ai vue tôt ce matin, sans courir vers le bois là-bas. Oh, incroyable, vous l'avez vue, alors merci beaucoup. Il n'est peut-être pas trop tard pour que je la rattrape, je vais y aller directement. Je vous remercie beaucoup pour votre information. Oui, mais j'espérais quand même une petite récompense pécuniaire pour ça. J'ai quand même fourni un effort, j'ai du mérite. Oui, bah écoutez, je vais récupérer ma poule, hein, et puis après, je vous promets, je vous apporterai une boîte d'œufs bien frais, hein. On est d'accord? Merci, au revoir. Répondit la vieille femme, dans un élan d'enthousiasme et de bonne humeur, enfin, je crois. Et donc, notre amie Christine, riche de cette information précieuse, s'en alla vers le bois qu'avait désigné la vieille voisine. Mais en chemin, quelque chose, lui fit ralentir progressivement le pas, parce que voyez-vous, il y avait quelque chose de particulier à propos de ce petit morceau de bois justement, qui lui revint soudainement en tête, et qui vit croître d'un coup son hésitation. Mais je vous en parlerai dans la prochaine partie de cet épisode. Et nous retrouvons donc notre amie Christine, qui avait cessé toute forme de déplacement pédestre, en vue de réfléchir un peu parce qu'elle était quelque peu... disons que son esprit était un rien harcelé par des pensées pour le moins inconfortables en rapport au bois où elle se rendait pour aller retrouver sa poulette donc. Oui, parce que voyez-vous, en concernant cette petite surface boisée, circulaient toutes sortes de rumeurs et de bruits, des plus inquiétants et des plus terrifiants même, parce que oui, il semblerait en fait que toute personne n'ayant jamais pénétré dans cette petite forêt-là n'en est finalement jamais ressorti. Oui, bon, ça fait un peu banal dit comme ça, mais n'empêche que sur le moment, c'est vachement flippant, il faut l'admettre. Hein. Et tout ça, ce n'est pas tout, voyez-vous, parce que tout ça est quelque peu mis en valeur par une chose étrange, c'est que beaucoup de gens, en tout cas beaucoup de témoignages ont été rapportés, ont vu de leurs yeux différentes créatures encapuchonnées qui se baladaient parmi les arbres furtivement, silencieusement dans cette forêt-là. Oui, des espèces de créatures d'apparence presque humaine, mais sans pour autant l'être. Elles avaient apparemment un étrange nez crochu qui dépassait d'une large cape rouge. Oui, enfin, c'était peut-être une seule créature, la même à chaque fois, mais bon, dans le doute, on va dire qu'il y en a plusieurs, et qui sont toutes en uniforme. Hein. C'est plus logique, en tout cas dans l'esprit des gens.
Et donc, voilà, face à tous ces éléments quelque peu redoutables, Christine se sentit soudain en proie à une hésitation paralysante, hein, d'où justement la dite susmentionnée paralysie jambière. C'est parce qu'il y a un feu rouge en fait. Christine ne se trouvait qu'à quelques pas de l'orée de cette forêt, de ce bois donc, et voilà, elle était en proie à une hésitation qui la dévorait vraiment, parce que elle était vraiment juste face à l'endroit qui abritait sa foutue poule, qui allait pouvoir lui rapporter son argent de la semaine, hein, parce qu'elle avait des factures à payer et tout, hein, et il lui fallait bien qu'elle aille la vendre au marché comme elle avait prévu de le faire. C'était la poule la plus dodue de son élevage, qui était donc potentiellement la plus lucrative. Il fallait qu'elle la récupère à tout prix, enfin pas à tout prix, enfin pas au-delà du prix de la poule elle-même évidemment, sinon ça n'a pas de sens, mais enfin vous m'avez compris. Et c'est alors que quelque chose la décida. Oui, quelque chose, et non des moindres, parce que figurez-vous, en faisant un petit peu la mise au point de ses yeux oculaires, elle vit, à peut-être une cinquantaine de pas d'elle, en plein dans le bois, perché sur une petite souche, pas moins qu'un étrange gallinacé, plutôt blanchâtre, qui s'avérait être précisément sa poule, qui se trouvait là, la narguant presque de ses yeux vitreux, globuleux, stupides, mais néanmoins affichant une certaine droiture, une certaine arrogance, comme genre t'as vu comment je t'ai roulé, salope? Je me sens une dingue là. Et là, tout à coup, Christine se sentit quand même un petit peu de motivation. Ouais, aussi. Elle arriva même à trouver une excuse. Disons qu'elle repensa à ces légendes, à ces bruits concernant ce bois, à ces créatures encapuchonnées de rouge, et il arriva à se convaincre d'avancer en se disant qu'au fond... Oui, mais... En fait, ces créatures drapées de rouge ont des sentiments, elles éprouvent des émotions et de la compassion, parce qu'au fond, elles ont laissé entrer une poule dans leur forêt sans lui faire de mal, parce qu'ils ont reconnu son innocence, et pour ça, ils l'ont laissé passer. Donc, peut-être que si j'y vais avec les intentions pures de quelqu'un qui veut récupérer sa poule, il ne m'arrivera rien. Je vais tenter ma chance. Et c'est alors que Christine donc avança et entra, aussi discrètement que possible néanmoins, hein, dans la forêt. Tout doucement, tant pour ne pas attirer l'attention des éventuelles créatures, appelons-les ceux dont on ne prononce éventuellement pas le nom sous peine d'éventuellement se faire entendre, alors que ça peut porter préjudice à l'intégrité physique lorsqu'on a pénétré dans une propriété boisée privée qu'il ne vaut mieux pas pénétrer. Oui, c'est un peu long comme nom, mais vous vous en souviendrez, j'en suis sûr. Et elle avança donc autant pour ne pas les alerter que pour ne pas effrayer Joséphine, sa poulette, afin de pouvoir plus aisément la recapturer et la ramener dans l'enclos. Je pensais plus au four en fait. Petit pas par petit pas, notre amie Christine avançait pour s'approcher de sa poule afin donc de l'attraper. Celle-ci, bizarrement, restait fixée à sa petite souche. Elle ne la quittait pas. Alors, cela dit, elle était bien vivante, hein. Elle bougeait, elle picorait parfois quelques insectes qui lui gambadaient le long des pattes, mais elle restait là, comme attendant presque que sa maîtresse arrive. C'était étrange, mais pourtant Christine ne s'en inquiéta pas. Elle continua d'avancer, toujours plus déterminée à capturer sa poulette et à pouvoir donc retourner à ses affaires de commerçante, hein, et etc. Mais bref, avançant donc, toujours davantage près de sa cible, Christine allait... Oh, pardon, monsieur Grimont. Ce n'est rien, mon bon Ricardo. Oui, c'est Ricardo, c'est mon nouvel esthéticien qui remplace cette chère Clotilde. Vous vous souvenez d'elle, hein? Enfin bref, on va profiter de cette petite interruption pour arrêter là cette partie d'épisode, et on finira donc la fois prochaine avec la 4e page, hein, la partie finale de cet épisode. Un martini et de la glace. Que demander de mieux, hein, franchement. Ah bordel. Putain, comment il fait chaud. J'étais en Thaïlande l'autre jour, dans ma résidence secondaire. Et je me dis, on étouffe ici, je vais aller un petit peu au Luxembourg, il doit faire plus frais, puis là que j'arrive, et c'est tout l'inverse, c'est peut-être même encore plus chaud ici qu'en Thaïlande, hein, c'est dire un peu si je ferais bien de m'acheter une autre résidence en Antarctique. Mais bref, voilà, donc... Excusez-moi, je m'assieds.
Voilà. Alors donc, oui, excusez-moi si vous entendez un bruit bizarre hein, dans le micro, en fait c'est parce que voilà j'ai mis le ventilateur, hein, je crois que je vais le couper parce que ça doit sûrement faire un bruit assez embêtant, hein, donc voilà je vais le couper. Et sinon bon je l'ai pas fait les 2 autres fois mais je crois que je vais quand même cette fois couper pour mettre le générique, hein, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette fascinante histoire de Christine et de sa poule. Hein. Allez à tout de suite. Hein. Christine planquée derrière un gros chêne, et non seulement gros mais énorme parce que il était moult fois centenaire, mais c'est une autre histoire. Oui, chacun la sienne, merde. Observait sa poule qui se trouvait non loin de là, à quelques mètres seulement, presque à portée de main, si tant est qu'elle avait une main qui se trouvait au bout d'un bras qui faisait plusieurs mètres, mais c'est aussi une autre histoire. Et elle observait donc sa poule qui se trouvait là, immobile, stoïque, comme attendant, sachant que sa maîtresse était là et qu'elle allait sortir à un moment ou un autre de sa cachette pour venir l'attraper, mais néanmoins ne se montrant point troublée par ses faits. Christine s'en trouva fortement déconcertée parce que ce genre de comportement était totalement inhabituel chez un volatile normalement stupide et très con. Il y a pas d'autre mot parce que bon, une poule finalement ça se contente de manger et de pondre et de dormir et parfois de chier quand ça y pense. Hein. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà vu des poules comme c'est con, hein, parce que vous leur balancez, imaginez un groupe de poules, vous balancez plein de tranches de pain partout, hein, dans toute la masse, hein, il y en a partout, elles commencent à picorer, puis il y en a une qui prend une tranche pour s'éloigner avec, et ben elles vont toutes la suivre. Alors qu'elles en ont toutes à leurs pieds, non, c'est cette tranche-là qu'il leur faut. Vous voyez un petit peu le niveau, hein. Alors une poule qui reste aussi stoïque, aussi droite et aussi impressionnante, ben c'est pas normal. Hein, donc on peut comprendre notre pauvre Christine, je vous demanderai de pas trop la juger sévèrement, s'il vous plaît. Et donc, pour en revenir à elle, elle était là donc, cachée derrière son gros chêne, comme j'ai dit au début, scrutant sa poule, attendant le bon moment pour donc l'attraper en surgissant d'un coup, en hurlant un cri de guerre et en agitant les bras comme une forcenée pour mieux l'impressionner, la pétrifier de manière à lui éviter de penser à l'idée peut-être de se sauver directement, ce qui compliquerait légèrement les choses. Soudain, la poule regarda dans une direction qui s'avérait être la direction absolument opposée à celle de l'endroit où se trouvait Christine. Elle se dit que le moment était venu et elle bondit d'un saut, mais là silencieusement parce que finalement elle préféra sur l'instant consacrer son énergie à sa vélocité plutôt qu'à faire un cri impressionnant qui n'aurait pas servi à grand chose étant donné que la poule regardait ailleurs. Et donc elle fonça vers sa poule et lorsque ses mains voulurent l'attraper, elles se refermirent sur du vide. En effet, à son grand étonnement, bien que la poule se trouvait face à elle, Christine venait de palper du vide, de l'immatériel. Sa poule était là, mais n'y était pas physiquement. Qu'est-ce que c'était que ça? Elle réussit de l'attraper par le cou, mais sa main traversa le cou comme celui d'un fantôme ou d'une créature holographique, allez savoir. Toujours est-il que dans les deux cas, c'est extrêmement inquiétant et inhabituel comme situation, non? Christine recula d'un pas, complètement interloquée, éperluée, muette devant ce qui lui arrivait, elle ne comprenait rien. Elle regardait la poule qui, à présent, si tant est que c'était toujours une poule ou juste l'image d'une poule, allez savoir, qui regardait à présent en direction de Christine, de son regard vide de toute forme d'intelligence, enfin un regard de poule. Qu'est-ce que vous voulez qu'une poule exprime une expression? Ça a toujours le même regard ahuri, hein? Alors moi je veux bien, mais je peux pas faire autrement que vous dire qu'elle le regarde d'un air bête, hein? Bon, enfin... Elle la regarde, c'est déjà ça met quand même de l'intrigue. Parce qu'une poule, ça vous dévisage pas normalement. Bah là, si. Voilà, ça fait peur, hein. Mais bref, la suite, après la pause. En guise d'entracte, nous vous offrons ce magnifique débat d'intellectuels. Mesdames et messieurs, bonsoir et bonsoir à mes invités. Bonsoir. Oui, bonsoir. Le thème de notre émission d'aujourd'hui sera une créature mythologique, n'est-ce pas? En la personne, enfin, si tant est qu'on puisse dire que c'est une personne. Oui, en l'occurrence, il s'agira du centaure. Hein? Alors, messieurs, que pouvons-nous dire sur cet animal, hein? Eh bien écoutez, avant toute chose, on ne peut pas vraiment dire qu'il s'agisse d'un animal, puisque la créature en question ne l'est qu'à moitié. Tout à fait, de par la partie inférieure du bas du corps. Hein. Oui, voilà, absolument. Et cela d'ailleurs entraîne un questionnement assez
pointu et quant à sa morphologie, on va dire interne. Tout à fait, parce qu'en l'occurrence, voyez-vous, dans mon centre d'études, une question se pose couramment au sujet des centaures, c'est que on se demande si finalement ces créatures ne sont pas semi-scatophages, voyez-vous. Ah ben développez un peu, ça a l'air intéressant. Eh bien, voyez-vous, si nous prenons un centaure tout à fait ordinaire, comme il en possède myriades dans la Grèce antique, et vous pourrez constater donc que la forme standard de ces créatures, c'est d'avoir donc une moitié de corps d'homme perché sur un corps de cheval à la place de la tête de l'animal. Hein. Et cela nous fait nous demander des choses quelque peu... voilà, comment dire ça C'est au sujet du système digestif, en l'occurrence. Oui, voilà, tout à fait, c'est le terme que je cherchais, enfin, le digestif entre autres, hein, parce que finalement, lorsqu'on regarde sa morphologie, on peut se demander, mais finalement, lorsque le centaure mange quelque chose, bon, c'est digéré par son système digestif évidemment, mais le système digestif humain, voyez-vous, lorsqu'il a terminé son travail, la merde, elle a encore un long trajet à parcourir jusqu'à la sortie extérieure. Hein. Oui, voilà, tout à fait. Voilà, donc la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que la merde en elle-même n'est pas redigérée de surcroît ensuite par le système digestif chevalin de la créature, hein, ce qui est parfaitement absurde en soi. Mais, ou alors, autre hypothèse serait qu'un seul système digestif existe dans la créature. Par exemple, on pourrait croire que c'est le système digestif chevalin. Et alors, donc, c'est-à-dire que le ventre humain ne comporterait qu'un long œsophage qui mènerait jusque-là, ce qui est parfaitement ridicule. C'est une aberration naturelle, hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que ces créatures ont disparu, finalement, parce que, je veux dire, un tel micmac gastrique, c'est contre nature. Tout à fait, je vous l'accorde. S'il vous plaît, revenons-en à notre histoire. Maintenant, ça va bien. J'ai trouvé une autre utilité à mon verre de martini, moi. Christine, donc, fut complètement abasourdie par cette étrange expérience qu'elle venait de vivre à l'instant dans ce petit bois. En effet, cette poule qui se tenait là, donc, face à elle et qui était complètement impalpable, immatérielle, ça l'étonnait énormément. En y regardant de plus près, elle vit que, de part et d'autre de cet animal qui se tenait face à elle, semblait circuler comme des rayons lumineux, ce qui était étonnant. Enfin, je veux dire, l'endroit était plutôt sombre, hein, en plein dans un bois touffu, et là, il y avait comme des rayons lumineux qui ne semblaient pas vraiment, finalement, émaner de la poule, mais comme arriver sur elle, c'était bizarre. Elle regardait autour d'elle, en hauteur, au niveau de la cime des arbres, et là, elle découvrit quelque chose d'assez incroyable. En effet, il y avait plusieurs, rayons lumineux, enfin, des rayons du soleil qui traversaient les feuillages, et qui tous... convergeait vers l'emplacement où se trouvait la poule. Et en fronçant un peu les yeux, en faisant un peu la mise au point, elle remarqua qu'en fait, à travers certaines feuilles, il y avait eu comme des petits trous, comme des petits coups de bec, des petits picorements dans les feuilles, afin que c'était vraiment incroyable, elle n'en revenait pas, mais vous vous rendez compte, afin que la lumière traversant ces feuilles dessine une poule holographique à l'endroit où les rayons convergeaient. C'était absolument incroyable, d'autant plus qu'à l'époque, ce genre de technologie, on était loin de l'imaginer. Hein. C'est quoi la techno, Johnny ? Alors bon, avec en plus, c'était strictement génial, le fait que le très léger vent qu'il y avait ce jour-là faisait bouger légèrement les feuilles et donnait l'impression que la poule était vivante et bougeait légèrement, c'était incroyable. Christine, en un sens rassurée parce qu'elle comprit que le phénomène était finalement bien qu'extraordinaire, naturel, s'amusant encore à passer quelques fois la main dans cette poule impalpable, à la fois admirative, étonnée et en même temps déçue parce que ça l'avançait pas trop dans la quête de récupération de sa poule. C'était embêtant, hein, vous en conviendrez. Mais soudain, un choc violent prit notre amie Christine en plein dans le dos et elle la fit trébucher. C'était en effet la poule Joséphine qui tout en poussant un hurlement belliqueux, venait de sauter de toutes ses forces, aidée à grands coups d'aile, brassant l'air, s'est jetée contre Christine pour la faire tomber, ce qu'elle réussit à faire. D'ailleurs, la pauvre Christine venait de tomber dans un gros buisson de ronces et d'orties. Je vous dis pas la douleur à la chute. Hein. Christine, tout étourdie, se releva, elle se releva elle, parce que bon, ses vêtements pris dans les épines des ronces eurent plutôt tendance à rester là où ils étaient. Et là, elle regarda vers sa poule d'un air vengeur, hein, et vraiment renfrogné, hein, parce que la pauvre bête, hein, elle savait pas un petit peu quel mauvais quart d'heure Christine avait envie de lui faire passer sur le moment. Et c'est alors que Christine remarqua sa poule, elle avait commencé à pousser un cri, mais un cri très bizarre pour une poule. C'était étonnant, on aurait dit comme un signal qu'elle lançait à quelqu'un. Mais à qui donc ? Ce n'est qu'une poule, elle ne peut pas communiquer, enfin. Et c'est alors qu'à ce moment-là, une vive douleur prit notre amie Christine à la poitrine. En effet, une espèce de longue et fine, mais en même temps très solide appendice
à l'apparence végétale, venait de fendre l'air derrière elle et de lui transpercer le dos jusqu'à l'avant de la poitrine, violemment, et provoquant ainsi une gigantesque douleur à la pauvre jeune fille. Le bout de cet appendice, qui était ressorti donc sur le devant, pile poil entre ses deux jolis seins, s'ouvrit d'un coup et en sortit plusieurs petits tentacules qui s'étalèrent le long de son corps comme des doigts prenant prise sur elle. Elle en était d'ailleurs terrifiée et complètement interloquée, jusqu'à ce que l'un des doigts en question descende un peu plus bas et il la caressait, bien malgré lui, ne sachant pas vraiment où il allait. Dans l'entrejambe, elle en fut sur le moment assez satisfaite, dans la mesure où cela changeait un petit peu du bout du manche de son balai, un petit peu sakirèche. Disons qu'elle l'aurait pu apprécier l'instant dans des circonstances un peu moins douloureuses et terrifiantes. Ça se discute quand même. Inutile de vous dire que, sous le coup de la douleur, évidemment, notre amie Christine poussa un cri absolument désespéré, plein de souffrance et de désespoir qui s'entendit à l'horizon dans tous les environs et dans presque toute la région. D'ailleurs, même ses voisins l'entendirent. Elle aussi, tel père, telle fille. Ouais, bien fait pour cette sale exploiteuse, ça lui apprendra à esclavagiser des pauvres poules. Ah tiens, je vais aller la libérer. Allez, sortez les poules, vous êtes libres. Sortez, vous êtes libres, c'est une bonne nouvelle, allez, host. Ingrate. Mais revenons à notre pauvre éleveuse en péril. Vous l'aurez sans doute deviné, cet appendice n'était rien d'autre qu'une langue rétractable d'Asinus comedenti, l'une de ces fleurs préhistoriques, ces plantes carnivores vivant au fin fond de ce bois et adorant se repaître de chair humaine. Alors que les doigts tentaculaires de cette langue avaient trouvé prise sur le corps de Christine, la dite langue commença à se rétracter vers l'arrière, tirant Christine vers le fin fond de ces bois obscurs. Celle-ci, sous la force, trébucha, finissant ainsi de se départir de ses vêtements qui restèrent coincés dans les ronces, et elle fut traînée sur le sol lentement vers le repère des Asinus. Juste à côté, toujours, se tenait Joséphine, notre amie, cette chère petite poule, qui, témoin du spectacle, ne pouvait s'empêcher de ressentir une grande satisfaction. Car, voyez-vous, quelque temps plus tôt, par une nuit sombre et obscure, Joséphine, cette nuit-là, ne trouvait pas sommeil et décida de sortir de la cabane des poules pour aller picorer quelques grains qui pouvaient éventuellement rester sur le sol à l'intérieur de l'enclos. C'est alors qu'une fois dehors, elle vit une étrange silhouette se balader dans le jardin, dans la propriété de la ferme de notre amie Christine, tournant autour de la maison, et puis, lorsqu'elle vit la poule, la silhouette s'approcha. Un peu conne sur les bords quand même, Joséphine se contenta de rester là en caquetant, en voyant la silhouette s'approcher sans trop vraiment réagir. Hein. En même temps, elle avait pas grand chose à faire, elle est dans l'enclos, où est-ce qu'elle aurait pu aller? La silhouette s'approcha et s'avéra être la reine Asinus, toujours déguisée en humaine, dans sa toge rouge, encapuchonnée avec juste son étrange nez crochu des passants. Comme quoi les légendes disaient peut-être pas tout à fait faux, hein, au niveau des créatures qui erraient dans les bois. L'Asinus aurait aimé se faire le plaisir de dévorer Christine et de ramener les restes à ses amis Asinus, mais bien que doués d'une grande force et d'une grande intelligence, nos amis plantes carnivores préhistoriques n'étaient jamais que des êtres végétaux, et donc pas spécialement robustes et absolument pas enclins à défoncer une porte ou une fenêtre afin de pouvoir s'introduire de nuit dans une ferme. Non. Aussi, la pauvre Fleur se trouvait complètement bloquée. Merde. Alors qu'elle voyait cette poule devant elle, elle se dit que ça pourrait faire un repas de consolation, mais notre amie Joséphine n'était pas aussi stupide qu'on l'eût cru, car oui, les hasards de la génétique pouvaient faire qu'à l'occasion naisse une poule douée d'une intelligence qu'on ne pouvait sous-estimer. Et c'était le cas de Joséphine. Aussi, celle-ci pacta-t-elle avec la plante, lui promettant dès le lendemain, lui ramener en offrande sa maîtresse si elle la laissait sortir du poulailler afin qu'elle puisse préparer un plan qu'elle avait déjà d'ailleurs concocté depuis longtemps, un soir où elle rêvassait à la méthode d'exterminer sa maîtresse, car oui, les poules n'aimaient pas spécialement Christine, qui, à leur goût, les nourrissait trop peu. Mais bon, évidemment, une poule ne pensant qu'à manger, c'est un petit peu difficile de les contenter. Parce que sinon, il faudrait leur donner de la bouffe tout le temps. Et vous voyez planter là, en plein milieu du poulailler, avec un grand panier sous le bras, à balancer une poignée de grains toutes les 15 secondes, 24 heures sur 24, eh ben non. Même un Chinois, il ferait pas un boulot pareil. Excusez-moi. Alors donc...
Le plan, maintenant, non seulement exécuté, mais complètement réussi, venait d'atteindre son apothéose. Hein. Notre amie Christine était donc toujours tractée par la langue d'Asinus, balayant le sol de son petit corps nu, et, et alors qu'elle était là complètement agonisante, et donc tirée jusqu'à sa fin funeste, un autre protagoniste fit son apparition. Il s'agissait d'un ours, un beau mâle viril et robuste, un beau plantigrade qui passait par là et qui ne put s'empêcher de remarquer notre amie Christine dans sa position pour le moins humiliante et surtout désespérée. Et l'ours s'en approcha, à petit trot quand même, parce qu'il fallait qu'il puisse rattraper Christine, qui, je vous le rappelle, était mobile, car toujours tirée par l'appendice végétal. Hein. Et notre ours, d'un grand coup de gueule, au sens littéral du terme, se saisit de la tête de notre amie Christine et l'arracha d'un coup sec, la tuant sur le coup. Car oui, il s'agissait de cet ours qui, quelques matins plus tôt, s'était déjà repu de la même manière d'une tête d'un certain jeune garçon boucher, hein. Et une bonne tête humaine croustillante ayant fait son festin, l'ours s'était trouvé là une nouvelle marotte et il était ravi d'avoir pu réitérer l'opération et alléché, la tête en bouche, la mâchouillant goulûment, il s'éloigna absolument heureux. Comme quoi un ours et une poule ont quand même été heureux dans cette histoire, malgré que notre amie Christine ait trouvé une mort cruelle. Et donc, quelques secondes plus tard, le corps décapité de Christine arriva dans la clairière des Asinus où celles-ci se partagèrent et le dévorèrent lui aussi goulûment, voilà, comme quoi tout le monde est heureux, hein, et à notre amie Joséphine, maintenant complètement libre, hein, de pouvoir vivre sa vie pleinement, hein, comme le fit sa mère, elle aussi très intelligente, 10 ans plus tôt, après s'être débarrassée du père de Christine, hein, dans des circonstances étranges. Moralité de l'histoire. Galinacé pour aujourd'hui. Ah mais vous étiez là, vous? Ah mais vous me surprenez toujours, hein, mais... Ah bah écoutez, c'est un petit peu embarrassant que vous soyez venu aujourd'hui, parce que là, voyez-vous, c'était peut-être pas le meilleur jour, hein, pour vous raconter une histoire, hein, voyez-vous, parce que je suis, voilà, un petit peu triste aujourd'hui, hein, oui, malgré que le temps soit doux, que le soleil luise et que les petits oiseaux chantent, tout en dévorant les papillons colorés qui volent ça et là, hein. Et ouais, c'est pas le jour, quoi, voilà tout. Et pourquoi, me demanderez-vous? Bah écoutez, voilà, bon, maintenant on est l'après-midi, là, mais ce matin, pas plus tard que ce matin, oui, j'ai perdu un être cher, voyez-vous, quelqu'un à qui je tenais beaucoup et qui n'est plus là. C'est triste, hein. Hein, pardon, qu'est-ce que vous dites? Que, à la place que je vous raconte une histoire, vous voudriez que je vous explique pourquoi j'ai le blues? Ah bah écoutez, pourquoi pas, si ça vous intéresse, hein. Eh bien, en fait, voilà. Tout a commencé il y a 2 jours. Alors que je descendais dans ma cave, dans mon sous-sol, afin de quérir une bouteille de martini, la précédente étant subitement tombée dans l'état de vide absolu, je remarquais dans un coin une crotte énorme, hein, dans un coin de ma cave. Oui, c'est ce qui s'est manifesté à mon attention à cause de l'odeur qui était vraiment épouvantable. C'était vraiment un beau gros caca. J'ai pas pris de photo, mais enfin, croyez-moi, il est beau. Alors bon, j'ai tout de suite pensé à des souris, évidemment, et... Bon, moi je me dis que je vais pas laisser un visiteur incongru dans mon sous-sol, alors j'ai sorti d'un vieux tiroir un vieux piège à rat, que j'ai armé d'un bretzel encore plus vieux qui traînait sur un coin de table depuis l'année dernière. Voilà, j'ai posé le tout au milieu de la pièce. J'ai pris une bouteille de martini comme convenu, parce qu'il faut toujours s'en tenir au plan, et puis ben j'ai surmonté. 1 heure plus tard, alors que je revenais prendre une bouteille de martini dans mon sous-sol, parce que l'autre que j'avais reprise avant s'est mystérieusement trouvé vidé de son contenu... Je remarquais donc que le bretzel n'était plus à sa place et que le piège était fermé, mais chose d'autant plus étrange, les mâchoires du piège étaient vides. Je vous dis pas ma rage. J'ai donc décidé, logiquement, de miser plus haut. J'ai récupéré dans la caisse de mon vieil oncle Gunther un merveilleux piège à loup, rouillé à souhait certes, mais néanmoins tranchant et très fonctionnel.
Je l'ai donc placé à son tour au milieu de la pièce et dessus j'ai fixé habilement un vieux morceau de polystyrène qui traînait par là et qui, tant au niveau de l'odeur qu'au niveau de l'aspect, avait tout d'un morceau de bidoche. Après quoi, bon, je suis parti. Bon, bah, je suis revenu 10 minutes après parce que j'avais oublié de prendre une bouteille avec tout ça. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je retrouve, figurez-vous, le piège est fermé. L'appât avait disparu. Mais à la place de celui-ci se trouvait coincé entre les mâchoires du piège une patte assez semblable à un bras humain. Au bout de ce simili-bras, rien de moins que la créature la plus inattendue que l'on pourrait trouver dans son sous-sol. Il s'agissait d'un humide, un nègre, un noir, un afro-africain. Oui, là, dans ma cave, le bras coincé dans le piège de mon oncle Gunther. Avouez que, autant il y a des jours il se passe rien, autant il y en a d'autres, ben voilà, on tombe sur ce genre de cas de figure fort inattendu. Et c'est alors que cet invité non sollicité se mit à me baragouiner dans un mélange fort peu conventionnel de français et de dialecte préhistorique, qu'il se nommait Jean-Pierre et qu'il offrait ses services contre mon hospitalité, car apparemment il semblerait qu'il soit en séjour non spécialement légal en Europe. Voilà, bon, en écoutant que ma générosité, j'acceptais, et c'est ainsi qu'il devint mon esclave personnel. Oui, bon, là-dessus je sais qu'il y en a qui vont se choquer, mais je vais vous dire une bonne chose. Voilà, il était mon esclave, d'accord ? Il était heureux, j'étais heureux, tout le monde était content, hein. Comme quoi, il faut pas diaboliser systématiquement certaines activités et se mêler d'imposer aux gens une seule et unique vision de la liberté. Ah merde, il faut être un petit peu tolérant dans la vie, s'il vous plaît. Bon, il était donc mon esclave et tout allait bien, hein. Il a passé pendant 2 jours son temps à faire le ménage, mais partout, il a mangé tous les cafards et toutes les araignées qu'il a trouvées. Une vraie fédulogie, je vous dis. Et c'est assez étrange d'ailleurs quand on est avisé du bas niveau d'hygiène de sa région d'origine, mais soit, je vais pas me plaindre. Mais bon, toute cette aventure me fit remarquer que mon armoire du sous-sol se trouvait de plus en plus vide, hein, parce que bon, de bouteille en bouteille, ça finissait par partir. Et donc, je décidai d'emmener mon cher ami Jean-Paul pour qu'il m'aide à porter les caisses de martini que j'avais commandées à l'épicerie le jour même et qu'il fallait que j'aille chercher, hein, que c'est un peu dur de porter ça tout seul. Et bon, pendant le trajet, je ne sais pas ce qui a pu éveiller chez ceux que nous croisâmes en route cette espèce de malaise qu'il semblait manifester. Était-ce le fait qu'il était nu ou bien parce que je le tenais en laisse, peut-être, enfin, une chaîne attachée à son cou, quoi, ou alors peut-être parce que je tirais sur la chaîne en l'engueulant de temps en temps, parce qu'il s'arrêtait pour regarder les filles, ou même un moment, bon, il y avait un petit coin de gazon, il avait une petite envie, et bon, bah, voilà, quoi, c'est la nature, enfin, chez lui, ça a l'air d'être comme ça qu'on fait. Je vois pas en quoi c'est un mal, pourquoi ça choque. Moi-même, il m'est arrivé, mais c'est une autre histoire. Voilà, bref, le fait est qu'il y a dû avoir des échos suite à ça, parce que ce matin, le fameux matin dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai reçu la visite d'un couple, donc d'un homme et une femme, qui disaient être issus des services sociaux. Bon, bah, je connais pas ce restaurant, mais putain, qu'est-ce qu'ils viennent me livrer, j'ai rien commandé. Alors bon, ils m'ont collé une espèce de document pourrave sous le nez en me traitant d'esclavagiste. Bon, moi là-dessus, j'aime pas qu'on m'insulte, vous me connaissez, alors je leur ai répliqué qu'on est dans un pays libre et que je suis esclavagiste si je veux. Ils n'ont pas à me juger. Non mais franchement, ça commence à bien faire, hein, ce genre d'a priori. Alors bon, là-dessus, ils étaient accompagnés des flics, hein, comme quoi ils perdent pas leur temps, les enculés, hein, et oui, il y avait 2 poulets avec eux qui sont entrés sans que je leur permette, hein, donc déjà bonjour le sans-gêne, hein, on les remercie bien. Et voilà, là-dessus, cruellement, sauvagement, d'un coup sec, voilà qu'il m'enlève, mon pauvre Jean-Jacques, pour l'emmener, d'après ce qu'ils m'ont dit, dans un camp de réfugiés. Mais enfin, mais c'est complètement... Mais c'est délirant, un truc pareil. Moi, je m'y suis attaché à mon petit Jean-Philippe. Moi, je l'aime bien. Il va se retrouver dans un camp serré, avec plein de Noirs et d'Arabes. C'est mal fréquenté, il va mal tourner, mon pauvre Jean-Luc. Mais enfin, mais c'est complètement dégueulasse, c'est inhumain. Moi, je vous le dis, hein, franchement, on vit dans un monde de fous qui prétend faire le bien d'un côté, mais qui arrache les gens à leurs proches de l'autre. Hein. C'est vraiment une société hypocrite, hein, je vous le dis. D'ailleurs, regardez en exemple, hein, c'est comme la galanterie, par exemple. D'un côté, on te dit égalité de sexe, égalité des droits pour les hommes et les femmes. Et puis à côté, on te dit il faut être galant, il faut laisser passer les femmes, il faut tenir la main de les femmes pour leur faire traverser la rue, ou toutes des conneries comme ça, il faut faire des courbettes. Mais c'est complètement sexiste, ça. Hein. Pourquoi est-ce que les hommes devraient s'abaisser devant les femmes puisqu'on est égaux, hein, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Moi, je suis pas d'accord. Allez, fini mon cigario, je parle et je tire pas dessus, du coup il brûle. Enfin, au moins ça veut dire qu'il y a assez de goudron dans celui-là, ça change d'habitude. Enfin bon, voilà, bref, plus de Jean Denis à mes côtés, il me manque terriblement, hein, parce que bon, déjà il était pratique pour porter les martinis, hein, avec ses larges épaules, j'ai pu en porter plus que prévu du coup hier, c'était bien. Enfin bon, par contre en point positif, ça il faut l'admettre, côté positif, il y a l'odeur en moins, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, l'espèce à laquelle il appartient.
je faisais l'habitude de dégager une odeur forte et je peux vous dire que ça flairait ici depuis 2 jours. Je devais fumer plus de cigarillos à la vanille pour masquer un peu le truc parce que je vous jure que c'était presque invivable. Putain, Enfin bon voilà, je pense que cette histoire est assez blessante pour moi. Vous savez que je suis quelqu'un de sensible. Alors je vais avoir besoin, je pense, de prendre un petit peu de temps pour digérer tout ça, prendre un peu de recul. Donc je vais m'offrir des vacances dans ma villa thaïlandaise. J'ai réservé l'avion, je pars demain. Et puis je vous reviendrai, aux environs de l'automne, en pleine forme j'espère, et avec plein de nouvelles histoires à vous raconter. J'espère qu'on passera encore plein de bons moments tous ensemble. Allez, en attendant, je vide mon verre à votre santé, et puis je vais devoir retourner encore à la cave, parce que putain, est-ce qu'ils font pas des tonneaux chez Martini? Parce que les bouteilles, ça commence à être un petit peu...